Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, hein, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou éviter le spoil d'un titre en particulier, il y a le chapitrage en description dans la barre YouTube. Avant de commencer, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça permet à la vidéo et à la chaîne de grandir tout doucement mais sûrement. Je préviens aussi, en description, il y a un lien vers tous mes réseaux sociaux, Twitter, Discord, Instagram, TikTok. TikTok, on approche des 500, ça fait plaisir aussi. Voilà, maintenant que c'est dit, on va commencer maintenant. On commence avec Kaguya-sama Love is War, tome 8. Alors avant de parler du tome, je vais vous parler juste un petit truc, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des petits bonus sous les couvertures, et dans le tome 8, l'auteur s'est amusé à faire une sorte de jeu de cartes, de règles de jeu de cartes, avec les tomes, et donc en fonction des tomes que tu prends, ça fait des effets différents, donc il y a un petit côté bataille avec les tomes, c'est complètement débile, même l'auteur le dit à la fin, c'est débile, mais c'est drôle. Donc le tome 8, on est après les élections pour le BDE, on est toujours dans ce qui est dans la saison 2, parce que la saison 2 se terminait sur un gros truc par rapport à Ishigami. Ce tome-là, toujours aussi bien. J'ai kiffé le passage au Shirogane, enfin Miyuki, je sais, Shirogane Miyuki, donc le président, tombe fan d'un shoujo manga, et il ramène de BDE et tout le monde en parle. Il y a, comment ça s'appelle, Fujiwara qui spoil, Kaguya qui comprend pas, elle en a rien à foutre des mangas, mais elle découvre le manga et elle devient fan. Vraiment super bien. J'ai adoré tous les petits coups fourrés qu'il y a entre Kaguya et Shirogane, et qu'il y a la petite nouvelle, donc Ino, elle va voir sa copine, dit mais c'est des dépravés, ils couchent entre eux, ils sont SM, c'est n'importe quoi. Et elle dit mais t'es sûr de toi? Et après elle pense que c'est Kaguya qui est une grosse manipulatrice. Mais j'ai trop aimé le passage où Kaguya et Shirogane se retrouvent donc au gymnase pour ranger les affaires, que la porte se claque et qu'ils pensent que l'un l'autre l'a piégé. Et qu'ils sont à fond dans le truc en mode bon allez je vais lui faire plaisir. Et en fait non, c'est vraiment un pur hasard. Et j'ai trouvé ça génial. Et à la fin Kaguya dit il a essayé de m'embrasser, je suis souillé. Ah, j'ai vraiment trop kiffé. Kaguya, c'est vraiment un petit plaisir. Sachant que la série, quasiment vers la fin au Japon, va faire pas loin d'une trentaine de tomes quand même. Mais voilà, c'est toujours un plaisir à lire. Moi, je surkiffe. Bakemonogatari tome 13. Alors, je me le dis depuis 2-3 tomes qu'il faut que je relise Bakemonogatari. Mais je pense que je vais attendre la fin de l'arc actuel. Donc, c'est l'arc Koyomi Vamp, si je dis pas de bêtises. Koyomi Vamp, qui se termine pour tout me refaire. Pour surtout avoir tout en tête. Même si j'ai bien kiffé ce tome-là. En un mot, nichon, voilà. Il y a quasiment le début du tome, il y a quasiment 20-30 pages sur le héros qui commente la poitrine de sa maîtresse, donc Kishshot, donc la vampire immortelle, où il dit mais avant elle avait rien, après elle avait une petite dune, après elle avait une paire de seins, une bonne paire de seins, et là maintenant c'est des airbags, on peut s'asseoir dessus. Et mais genre il y a 20 pages là-dessus, et à la fin il y a un bon quart du tome où il dit ouais, faut que je l'affronte, mais bon, avec sa grosse paire de mamelons, je vais me mettre déconcentré, faut que je plotte une paire de seins. Il va voir sa copine, donc la déléguée, qui est elle aussi bien pourvue, et t'as facilement 30-40 pages sur le héros qui va plotter sa copine, enfin sa pote déléguée. C'est génial. Ogrit, il est génial. Franchement, non mais il y a quand même un passage où le héros, il y a une allégorie, le héros qui gravit une montagne, et à la fin il voit deux dunes gigantesques, donc c'est une paire de seins. Voilà, Ogrit, c'est un génie. On parle de Boichi, c'est un gros singe pervers, mais Ogrit, il est encore pire, je pense. Non, c'est vraiment génial. Le tome 14 va sûrement balancer de la purée, parce que ça va être, sans vilain jeu de mots, hein, parce que ça va être sûrement le combat entre Koyomi et Kishshot, donc sa maîtresse, qui est encore en vie dans les premiers tomes qui se passent après celui-là, vu que c'est un flashback. Donc voilà, vraiment, je pense que je vais me refaire à la fin de l'arc Koyomi Vamp, donc qui est censé être le deuxième arc Bakemonogatari, si je dis pas de bêtises, enfin, ou le deuxième bouquin, la deuxième saison d'animé, si je dis, parce que je connais absolument rien des romans ou de la série animée. Donc j'en parlerai, je pense que quand j'aurai fini un arc, je relirai tout et je reparlerai un peu plus frais quand ça sera plus frais dans ma tête. Mais voilà, en tout cas, Bakemonogatari, c'est toujours un grand kiff à lire. Gay, 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 no gay. Donc c'est les voyages de Kitaro, donc une série en 2 tomes. Alors je sais pas si c'est une suite ou un spin-off ou quoi que ce soit. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Donc les voyages de Kitaro, Cornelius
réédite d'autres, enfin édite plutôt d'autres bouquins de Shigeru Mizuki qui va être à l'honneur cette année au Festival international de la bande dessinée. Alors, j'en profite pour vous dire que j'y serai. Alors je ferai peut-être une vidéo qui sortira dans quelques jours. J'y serai normalement jeudi, vendredi, samedi et peut-être dimanche, je sais pas encore. Parce que normalement, il faut que je rentre sur Paris dimanche parce que je bosse lundi. Je sais pas encore si je rentre samedi soir ou dimanche matin. J'ai pas encore pris de train, parce que de toute façon j'habite chez la famille, donc je paye pas d'hôtel, mais j'avoue que le train entre le samedi et le dimanche, le prix est du simple au double, donc je pense que je rentrerai le samedi soir. Mais voilà, donc si vous me cherchez, je posterai sur Twitter, Instagram, de temps en temps, des vidéos. Je ferai peut-être une vidéo, un petit vlog, Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Maintenant, on va parler de Les Voyages de Kitaro, donc une histoire qui pour moi se passe après les aventures de Kitaro le Repoussant, où Kitaro poursuit sa vie. Et donc là, il décide de partir à l'aventure, d'explorer le monde. Il va rencontrer des yokai et des créatures folkloriques d'autres régions. Il passe en Europe, alors il y a un peu du Japon au début, après il part, un moment je crois qu'il parle de la... On voit la Russie, on voit aussi l'Afrique du Nord, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment super bien, le style de Shigeru Mizuki est toujours aussi cool. Et je pensais que ça serait une sorte de délire... Kitaro dans un part à Hokkaido, Kitaro part à Shinjuku, Kitaro part à Taïwan, etc. Enfin, voilà, plein de petites régions. Et en fait, non, il y a vraiment un délire où Kitaro, c'est limite le tour du monde de Kitaro, parce que il y a tout un voyage où, en fait, le chapitre se termine, mais on poursuit l'aventure dans le chapitre suivant. Il y a vraiment une continuité d'un chapitre à l'autre. Alors, pas toujours hyper palpable, mais quand même, des fois, Kitaro, il part en bateau, et le chapitre suivant, il est toujours sur le bateau, et il arrive sur sa destination. Et c'est vraiment super bien. J'ai pris un bon plaisir à lire ça, et vivement le tome 2, donc il marquera la fin. Alors après, je sais pas trop dans la continuité de Kitaro où est-ce que ça se passe, mais moi en tout cas j'ai pris un grand plaisir. Par contre, je sais pas en termes de format si c'est pas plus petit que les Kitaro le Repoussant. J'ai un doute, j'ai pas les tomes sous la main, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus petit. Enfin, c'est une impression que j'ai. Peut-être que je dis une grosse connerie. Maintenant, on parle de Escale à Yokohama tome 7 et tome 8. Je vais pas en dire grand-chose, pas parce que j'ai pas aimé, mais on va dire c'est à l'image des tomes 1 à 6, c'est plaisant à lire. Voilà, clairement, j'ai lu le tome 7, j'ai lu le tome 8, ça m'a pas pris beaucoup de temps à lire parce que c'est pas une lecture qui est très longue, sans être un reproche, et j'ai pris un bon moment, c'est vraiment bien, mais c'est vrai que il y a des nouveaux personnages qui apparaissent, notamment le personnage qui est autour de elle. Alors, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai pas les noms en tête, qui a une relation lesbienne, si je dis pas de bêtises. Enfin, pour moi, c'est un personnage féminin qui est apparu. Peut-être que j'ai une grosse connerie. Vraiment très cool. Et alors, par contre, il y a un truc qui me frustre, c'est ce personnage avec des dents pointues qu'on voit au début de la série, qui apparaît de temps en temps. On est au tome 8, j'en sais toujours pas plus sur elle, et ça me frustre un petit peu. J'aimerais bien que ça avance un petit peu, cette sous-intrigue. Je veux en savoir un peu plus sur ce personnage. Voilà, donc, mais ça reste plaisant à lire. Escale à Yokohama, moi, c'est un petit bonbon, mais c'est vrai que c'est difficile de ressortir autre chose, de dire c'est plaisant, j'ai kiffé, j'ai aimé ce passage-là, ou à prendre un café, j'ai aimé ce passage-là, où il y a sa maison, elle explose, etc. Et voilà, c'est toujours chill. Voilà, c'est un petit peu comme Aria, où j'adorais ce que je lisais, mais j'avais pas grand-chose à dire dessus. Parce que, finalement, c'est un petit truc, enfin, tout sucré, tout mignon, ça se passe bien, et voilà, il y a pas tant de péripéties. Donc en fait, c'est juste, ils boivent un café et puis basta. Donc c'est un peu compliqué à passer le cap de «c'est bien», de dire qu'est-ce qu'il y a de bien de plus, après les éditions où il y a toujours des pages couleurs, ça fait toujours plaisir, voilà, mais Escale Yokohama, c'est vraiment un petit plaisir, une série en 14 tomes, donc on est déjà à la moitié, vivement la suite, j'espère que ça va arriver j'espère qu'on aura la fin d'ici la fin de l'année parce que finalement il reste plus que 6 tomes. Vu le rythme de publication de Meian, je croise les doigts pour avoir la fin d'ici la fin de l'année. Moi en tout cas, je vous conseille toujours autant Escale à Yokohama. Avant-dernier tome de IQ, donc le tome 44. Donc on est toujours dans le grand combat qui va opposer donc les Blackjack aux Halders. Le nom allemand, je sais plus c'est quoi le nom exact, je sais plus, les Schweiden Adlers. Vraiment très très cool. Le match en lui-même est énorme. Clairement, je ne vais pas dire que c'est mon préféré, mais c'est vrai que c'est à ce côté best-of où tu as les meilleurs d'un côté et les meilleurs de l'autre qui s'affrontent. Bon, quasiment les meilleurs, après c'est compliqué parce qu'il y a plein de personnages qui sont vraiment cool mais qui ont le même poste, qui fait que tu peux pas en mettre 10 dans le match, donc tu peux pas mettre 10 attaquants. Tu
peux pas mettre 10 passeurs, 10 libéraux. Il y en a qu'un, il y a un libéraux de chaque côté, il y a un passeur de chaque côté. Voilà, c'est compliqué, c'est des matchs de 7 contre 7, donc enfin 6 plus 1, parce qu'il y a le libéraux qui a ce changement. Mais voilà, franchement, lui, trop cool. Comment il s'appelle, Bokuto, le moment où il arrête avec son torse, c'est stylé. Comment il s'appelle, le jumeau dont j'ai oublié le nom, Atsumu, ou l'autre c'est Atsumu Miya, trop cool aussi. Le moment où Shoyo il prend sa place, qu'il fait une passe, c'est génial. Le flashback sur Kageyama, c'est génial. Non, franchement, IQ là, le dernier match, il est trop ouf. Je me dis que ceux qui regardent l'animé, ça sera dans 3 matchs, parce qu'il y a encore le match contre les chats, le match final de l'animé, enfin le match final du tournoi, et après il y a ce match-là. Ce match-là, mais ça va être une dinguerie en animé. Si c'est au niveau de ce qu'on a actuellement dans IQ, bon, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la dernière saison, qu'elle n'a pas encore été annoncée, enfin IQ, ça va être une dinguerie. Vivement à la suite de l'animé. Clairement, vivement à la suite de l'animé. On retourne sur du old school avec Big X, le tome 2 sur 4. J'avais fait une petite vidéo il y a quelques temps dans un manga show, parce que Isen m'avait envoyé le premier tome et même le tome 2 en PDF, mais j'ai lu que le tome 1 pour me préserver le tome 2. Toujours aussi bien, franchement, je me suis relu le tome 1 pour me remettre un peu les idées claires, enfin surtout quelques personnages que j'avais un petit peu oubliés, notamment le descendant du professeur allemand, qui était donc l'associé du grand-père du héros qui ont créé le Big X, qui a une très bonne évolution et un petit peu triste dans ce tome-là, c'est que il se transforme en robot. Et clairement là, ça va être la grosse rivalité entre Big X, qui est donc l'humain ultime, face à un robot, un mec qui est devenu un robot et qui a renoncé à son humanité. Dio Brando sort de ce corps. Voilà, c'est vraiment un grand plaisir à lire Big X, j'aime beaucoup. C'est vraiment, clairement, de tout ce que j'ai lu d'Isen Manga, autour de Osamu Tezuka, c'est vraiment un de mes titres préférés. Vraiment, vraiment, je trouve ça super bien. Peut-être de par la longueur, Tezuka a pu diluer son message le plus possible. Mais là, les 2 premiers tomes, j'ai pris une claque. Alors, j'aime aussi Captain Ken, le premier tome que j'ai lu, j'ai vraiment beaucoup aimé. Là où Wonder Switch, je suis un peu moins fan. Et Ambassadeur et Microid S, c'était bien. Mais c'est vrai que Big X, c'est vraiment un super kiff. C'est intelligent, il y a de l'action, il y a des super pouvoirs. C'est vraiment le parfait mélange entre, voilà, entre, on va dire, le truc tout public qu'il faisait habituellement, que je connaissais, les trucs un peu plus sombres avec des messages écologiques, etc. Là, on est un peu dans l'entre-deux et c'est vraiment super bien, Big X. 4 tomes, je vous conseille. Alors, c'est vrai que c'est une petite somme, hein, c'est quand même 25-30 € le tome, ce qui fait 100 € pour une collection. Mais moi, en tout cas, je vous conseille Big X. Pour l'instant, c'est vraiment mon plus gros coup de cœur de chez Isen en termes de Osamu Tezuka. Butterfly Beast 2, tome 2 sur 5. Donc là, on arrive dans un arc narratif, on va dire ça comme ça, parce que on va dire qu'il y a des trucs qui sont inscrits dans ce tome-là, il y a des chapitres qui se suivent, où ça s'appelle chapitre 1, 2, 3, 4, 5, qui ne sont pas terminés à la fin du tome, donc là, on va avoir une grosse péripétie avec un délire judéo-chrétien, où t'as les jésuites qui sont... Alors, je crois que c'est des jésuites, normalement. Enfin, c'est les prêtres chrétiens qui sont arrivés au Japon, qui sont un peu restés, et qui ont encore le crucifix, donc la croix de Jésus, qui est pas aimé au Japon, parce que si vous avez vu le film Silence de Scorsese, et que vous avez vu quelques séries qui se passent plus ou moins à cette époque, les chrétiens, ils sont venus au Japon, ils ont dit Bouddha, tout ça, c'est nul, hein, c'est païen, on tue. Et les Japonais, ils ont fait quoi? Quoi? Allez, on tue les chrétiens. Et donc là, il y a des chrétiens qui sont là, qui ont l'air d'être un petit peu vénères, avec tout un délire, toujours avec notre héroïne qui doit tuer les ninjas, sauf qu'ils sont associés aux chrétiens. Ça va partir en couille. Hâte de voir où ça va amener. De toute façon, la série est en 5 tomes, donc là, il reste plus que 3 tomes avant la fin. J'étais un petit peu resté sur ma faim sur le tome 1. Là, j'avoue que le tome 2 entame quelque chose d'intéressant, donc j'ai envie de voir la suite. En tout cas, c'est toujours aussi bien dessiné. Franchement, Butterfly Beast, c'est un petit bonbon pour les yeux. Pénultième tome de Beastars, donc avant-dernier tome de Beastars. Donc on est toujours dans l'arc de Melon, la grande saga qui va être donc la dernière saga, ou dernier arc de Beastars, avec un Legoshi qui va affronter les différents chefs des clans mafieux. Donc il avait affronté le clan des serpents, si je dis pas de bêtises, dans le tome précédent, et là, ou des lézards, et là il va affronter le clan des renards. Après ça part vraiment en steak, ça part dans tous les sens, avec les origines de Melon, l'histoire avec sa mère qui a tué son père, qui l'a bouffé, les taches des léopards, il y a en même temps, t'as son grand-père et le Beastars qui s'associent, t'as Louis qui vient, c'est l'arc final, ça part dans tous les sens,
mais c'est trop bien. Beastards, c'est vraiment un super titre. Je vais sûrement tout me relire pour l'arrivée du tome 23, qui normalement arrive au mois de juillet. Donc, j'avoue que là, la Japan Expo, tu vas voir à la fois, enfin, si la Japan Expo a lieu, normalement, ça devrait avoir lieu avec le Covid qui disparaît, mais normalement, Japan Expo, on va voir la fin de Beastards et la fin de Demon Slayer. Ça va faire mal, hein. J'avoue que là, l'après Japan Expo, donc septembre, on va avoir des titres. J'espère que Panini et Kiun ont préparé des cartouches pour remplacer ça, hein, parce que autant Beastars, c'est moins grand public que Demon Slayer, mais ça reste comme un bon hit. Enfin, pour moi, en tout cas, moi, c'est un titre que je kiffe beaucoup. Ça va être dur à remplacer, hein, parce qu'il y a toujours Beast Complex, donc j'attends le tome 2 et le tome 3. Mais voilà, Beastars, vraiment, je vous conseille, c'est super bien. Enfin, même si vous n'avez toujours pas commencé, on est le tome 21 sur 23, il serait temps quand même, hein, voilà. Mais Beastars, gros kiff. Voilà, maintenant il est temps de parler de bande dessinée avec tout d'abord le 3e tome enfin, le chat du rabbin, tome 3, l'Exode. Donc c'est la suite du tome 2, où dans le tome 2, donc Zlabia, la fille du rabbin, donc la maîtresse du chat, était tombée amoureuse d'un personnage qui était apparu dans le tome, et ils allaient se marier. Ils se marient je crois qu'ils se sont mariés dans le tome 2, là ils sont déjà mariés au début du tome 3, et ils décident de partir rencontrer sa belle famille, à Paris. Donc on a donc Zlabia, son mari, son père et le chat, on dirait le début d'une blague, qui partent à Paris. Et donc t'as le rabbin qui découvre un petit peu les coutumes juives parisiennes, enfin, ou françaises. Lui qui on va dire, qui est dans son microcosme, qui vit, enfin, on va dire, ils vivent leur religion et ils participent à leur religion d'une certaine manière. Il dit, ouais, nous on aime bien parler, on aime bien chanter, etc. Là où à Paris, les mecs ils sont silencieux. La Torah, ils la mettent dans un casier qui ferme à clé. Où il dit, mais nous, à Alger, on met les Torah, on les met comme ça, à libre accès, quoi. Personne ne va les voler. Et toi, il y a cette différence entre, on va dire, un petit peu chat des villes, enfin, rat des villes, rat des champs, quoi. Enfin, sans vouloir critiquer qui que ce soit, hein, clairement. Mais c'est vraiment plus le côté, voilà, il y a deux façons d'aborder leur religion, même s'il y a des points communs, même en plus, bah, son gendre, son père n'est pas religieux, ce qui pose un problème au rabbin, parce que, bah, je suis rabbin, quoi, et son fils est rabbin, c'est un peu bizarre que son fils, son père n'en ait rien à foutre de la religion. C'est super intéressant, et aussi il retrouve son neveu, qui a un plus ou moins renoncé à la religion pour devenir artiste, avec une fille de petite vertu. Voilà, c'est vraiment super bien. Un tome très intéressant. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Et bah, le prochain, il s'appelle Le Paradis Terrestre. Et je crois que, de ce que j'ai vu de la couverture, ça a l'air de revenir avec le film, parce que ça, ce passage-là n'est pas du tout dans le film Le Chat du Rabbin. Par contre, le tome 5 s'appelle Jérusalem d'Afrique, et c'est censé être on va dire l'objectif du personnage dans le film, enfin du rabbin en tout cas. Ils vont chercher ce Jérusalem d'Afrique. Donc c'est marrant qu'ils aient zappé ce passage-là. Bon, c'est vrai que ça fait un peu bizarre parce que c'est déjà un tome où ils quittent complètement leur coin. J'aime bien en plus, tout début quand ils arrivent à Paris, il dit « Non mais regarde, Sartec, ils ont même pas la mer, ils ont la Seine ». Et genre, il dit, ouais, c'est triste, ils ont pas la mer, ils ont pas le soleil, il fait que pleuvoir. Il quitte Alger, il dit, ouais, je sais qu'en France, il fait froid. Il ramène des grosses couvertures, il dit, ouais, il va faire froid. Et il dit, mais on est encore à Marseille. Ah ouais, c'est vrai qu'il fait chaud, il commence à transpirer. Non, il est trop marrant, le rabbin, il me fait trop rire. Il est un petit peu obtus dans sa vision du monde et de la religion, mais c'est vraiment un super titre que je vous conseille. Et on finit comme d'hab avec Astérix. Et donc c'est Astérix chez les Bretons, donc après le combat des chefs où on était resté un petit peu dans le village, un tome sur deux, de ce que j'ai compris, c'est on est dans le village, on quitte le village. Donc là, on quitte le village, on part en Britannia, en terre bretonne, en terre haute de Grande-Bretagne. Enfin là, ça s'appelle encore les Bretons, mais pas les Bretons de Bretagne de chez nous, les grands Bretons, donc les Anglais. Et donc l'occasion de faire plein de petites blagues par rapport aux Bretons, enfin aux Anglais, le fait qu'ils boivent du thé, le fait qu'ils finissent le travail à 17h, le fait qu'ils ont le week-end. Et j'aime bien au début quand les Romains attaquent et qu'ils disent « Oh, il est 17h, c'est l'heure de prendre le thé ». Et ils s'en vont. Ils disent « Ah, c'est le week-end, on arrête de se battre, on se rebattra lundi ». Avec leur petit accent, en plus, ils ont vraiment dans leur façon de parler, ils ont l'accent où ils inversent les mots, parce que bah, forcément, les Anglais inversent les mots par rapport au français, enfin, la langue anglaise par rapport à la langue française. Et César dit « Ils veulent pas qu'on attaque après 17h et le week-end. Bon, on attaquera que après 17h et que le week-end. » Voilà, on est des enfoirés jusqu'au bout. Et donc, il y a Joli Thorax, un breton qui va voir son cousin Astérix, il ramène la potion magique, et j'aime bien, c'est qu'il y a tout un délire sur le fait que Astérix prenne de la menthe au début, qui va servir à la fin, parce que à la fin, ils ont plus de potion magique, et ils vont remplacer ça par du thé à la menthe,
qui va être servi aux Anglais, qui vont boire du thé, ils vont devenir super forts, et au fond d'eux, ils vont croire qu'ils boivent de potions magiques, qui sont super forts, alors que pas du tout. Il y a un combat de rugby, enfin, un match de rugby, hein, c'est un super titre. Hein. Alors, pas au niveau de Astérix et Cléopâtre, mais ça reste quand même un très bon titre, et je comprends qu'il a été adapté en film d'animation, que j'ai des bons souvenirs de ce film-là, qui était aussi adapté en film live, qui était pas fou du tout, clairement. Mais voilà, en tout cas, moi je poursuis. Donc le prochain, c'est quoi? C'est Astérix et les Normands. Oh, ça c'est aussi, j'ai des bons souvenirs des Normands, ça va être cool. Bah, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, Astérix, c'est toujours un grand plaisir à lire. Là, je suis au tome 8, sur 30 et quelques, mais voilà. En tout cas, Astérix, chez les Bretons, j'ai bien aimé. De toute façon, je pense que je ferai un de ces quatre, une vidéo où je donnerai mon top 10 de mes BD Astérix préférés. Mais en tout cas, là, pour l'instant, il est dedans. Mais après, j'en ai pas lu des masses, j'en ai lu qu'une dizaine. Mais en tout cas, j'ai bien aimé cette histoire, elle est vraiment très très cool. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. En description, vous avez des liens vers tous mes réseaux sociaux. Et ben, maintenant que c'est dit, je vous dis à plus, et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!